Oui, tiens, bonsoir à tous. Je vais en profiter 2 petites minutes, comme ça permettra de passer ensuite la parole à Marietta Caramanli. Nous étions donc à Bruxelles, et certains, un qui arrive aussi, qui est avec nous, hier après-midi et ce matin, et nous vous ferons un petit rapport, parce que là, comme nous arrivons, on ne va pas vous le faire dans les 5 minutes, mais nous vous ferons un petit rapport des échanges que nous avons pu avoir, aussi bien avec le président Van Rompuy qu'avec la Commission. Je pense que ça vous intéressera, hein. On fera quelque chose d'assez court, mais qui vous mettra au courant. D'assez court parce que nos agendas sont toujours un peu chargés et nous avons toujours pas mal de sujets à l'ordre du jour. Donc, du coup, je ne vais pas être plus longue et je vais passer la parole à Marietta Caramanli sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal. Voilà. Merci Madame la Présidente. Cette communication fait un peu suite au travail que nous avons déjà mené avec Guy Geoffroy sous la précédente mandature au niveau du parquet européen. Et donc, cette communication se justifie aujourd'hui parce que les politiques poursuivies par l'Union européenne sont financées par le biais du budget européen. On a eu l'occasion d'en parler dernièrement encore, et on en parle toujours. Et on se constate aussi que la fraude contre les intérêts financiers de l'Union européenne constitue une atteinte à sa capacité. Donc, pour lutter contre cette fraude, la Commission propose une directive visant à améliorer la protection pénale des intérêts financiers de l'Union européenne en faisant converger les dispositifs juridiques nationaux dans ce domaine. Et s'esquisse donc la mise en place d'un parquet européen, mais que je dis que c'est esquisse, puisque finalement il y a encore du chemin à parcourir pour sa mise en place. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intérêt financier de l'Union européenne? On entend finalement l'ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées relevant du budget de l'Union européenne et de ses institutions. Et par extension même, on entend également tous les actifs des États membres lorsqu'ils sont destinés à soutenir ou à stabiliser leur économie ou leurs finances publiques dans une perspective pertinente pour les politiques de l'Union. Quelques chiffres dans la Commission de nombre dans un rapport, pas moins de 1230 irrégularités financières, budgétaires frauduleuses commises en 2011, un volume financier qui est cumulé de 404 millions d'euros de fonds publics, correspondant soit à des crédits communautaires indûment encaissés, soit à des ressources propres potentielles soustraites à la perception. Et on constate aussi que qu'il y ait quelque part, il est en recul sensible par rapport à 2010. Cependant, les différences significatives persistent entre les approches adoptées par les procédures d'analyse de ces irrégularités et certains d'entre eux continuent donc de notifier des taux très bas de fraude. À cet égard, la Commission européenne donc préconise que les États membres rendent compte de la façon dont ils entendent adapter leur organisation pour mieux contrôler les secteurs ciblés, comme présentant un risque fort d'irrégularité frauduleuse. Alors, un certain nombre, donc l'article 325 du traité organise donc le partage des responsabilités entre l'Union européenne et ses États membres pour lutter contre la fraude, sans évoquer, bien sûr, le recours au droit pénal. Et il y a plusieurs extraits, donc nous l'avons mis dans notre communication, que je vous invite de regarder. Mais on peut aussi insister, on a eu l'occasion de rencontrer aussi le LAF, qui se trouvait il y a quelques jours, ici à Paris, à l'Assemblée nationale. Et donc l'Union européenne avait déjà mis en place un corpus juridique faisant obligation aux États membres de fixer des règles minimales de droit pénal pour protéger ses intérêts financiers. Cela a été fondé à travers la Convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes de 1995 et ensuite donc le LAF qui a été mis en place pour lutter, on appelle de lutte antifraude
fraude en 1999, mais ces instruments se sont révélés rapidement insuffisants pour atteindre le haut niveau de protection attendu, et ce qui nuit donc à la crédibilité de l'Union dans ses efforts de rigueur budgétaire et d'optimisation de l'argent des contribuables, sur le volet des recettes comme sur celui des dépenses. C'est pour cette raison-là le dispositif juridique de protection des intérêts financiers de l'Union en vigueur souffre des déficiences suivantes. D'abord, les capacités de détection des activités criminelles sont faibles et les mesures de suivi insuffisantes. L'effet dissuasif des sanctions est insuffisant et le taux de recouvrement des sommes perdu et bas. Et à partir de cette analyse-là et de ce constat, la Commission donc européenne, après avoir consulté les membres du Parlement européen ainsi que des experts universitaires et autres, a émis finalement, est arrivé à faire une proposition qui consiste, enfin une proposition pour faire en sorte de faire face à l'existence de ces graves déficiences et recommandait donc une accentuation de la répression pénale des fraudes. En conséquence, elle propose donc de nouvelles mesures à travers la proposition de directive qui nous est soumise aujourd'hui. D'abord, le champ des infractions pénales qui couvrira désormais la communication d'informations fausses, la non-communication d'informations requises ou le détournement de fonds en vue de percevoir indûment des fonds européens ou de se soustraire au versement des contributions participant aux ressources budgétaires européennes. La communication ou la non-communication intentionnelle d'informations dans le but de fausser la passation d'un marché public ou d'instruction d'un octroi de subventions, le blanchissement de capitaux, la corruption passive ou active, ainsi que le détournement de fonds par argent public, et le fait d'inciter à commettre un tel acte, de s'en rendre complice ou même de tenter de le commettre. Donc tous ces éléments-là, tous ces champs d'infraction aujourd'hui se trouvent dans la proposition de directive. Et à cela, bien sûr, on peut préciser que les personnes physiques convaincues des infractions que je viens d'énumérer, les États membres devront à ce titre veiller à ce qu'elles soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Donc une demande forte d'implication directe des États membres à travers cette directive. Alors, pour les faits de blanchissement de capitaux et de corruption, on a un certain nombre de précisions. Par exemple, lorsque le préjudice est de 30 000 euros ou plus, ou pour des autres faits ayant occasionné un préjudice de 100 000 euros ou plus, mais il y aura une fourchette de peine d'emprisonnement allant de 6 mois minimum à 5 ans minimum prévue. Lorsque les actes dénoncés présenteront la circonstance aggravante d'avoir été commis dans le cadre d'une organisation criminelle, la peine maximale devra être donc au moins 10 ans. Bref, donc il y a toute une série de dispositifs très très précis qui sont proposés dans cette directive et qui méritent d'être notés. Il y a un autre élément aussi important que nous semble important de le rappeler, c'est la prescription. La prescription au terme de laquelle l'enquête, les poursuites, le jugement et la décision judiciaire deviendront donc impossibles, ne pourra pas être fixée à moins de 5 ans à compter de la date de la commission de l'infraction. Et donc pour contrecarrer les stratégies donc, de soustraction à la justice, donc les États membres veilleront en outre à ce qu'un nouveau délai courant jusqu'à 10 ans au moins à compter de la date de la commission de l'infraction soit enclenché à la suite de tout acte d'une autorité nationale compétente et à ce que si les peines infligées au titre de condamnation définitive puissent être exécutées pendant une période courant jusqu'à 10 ans au moins à compter de la date de la dite condamnation. Les autorités françaises soutiennent l'ensemble, l'idée d'une action coordonnée conduite à l'échelon européen pour améliorer donc cette lutte contre la fraude. Donc ça, c'est un premier élément. 2 dispositions
en particulier, sont clairement incompatibles avec des principes du droit pénal français. Donc, nous proposons de les compléter dans les conclusions qu'on vous soumet. Premièrement, pour respecter les droits des justiciables, il conviendrait de réduire les délais de prescription prévus dans la proposition de directive, c'est-à-dire à 3 ans au lieu de 5 ans ou de 10 ans selon le cas, pour ce qui concerne l'enclenchement de l'action publique. Et puis le délai de 10 à 5 ans pour ce qui concerne l'exécution des peines. Deuxième élément, la proposition de directive prévoit un système de fourchette, je le disais tout à l'heure, de durée d'emprisonnement. Or, en vertu des principes d'individualisation et de nécessité des peines minimales ont été abandonnées dans notre pays et avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal de 1994. Et cette donc règle supporte actuellement une unique exception, les peines planchers. Donc les négociateurs français devront obtenir dans les semaines qui viennent, enfin en tout cas dans le délai qui s'ouvre dans la négociation, obtenir donc l'assurance que le juge restera libre de s'affranchir du seuil minimal de peine théorique en accordant donc le bénéfice de circonstances atténuantes, faute de quoi il importera qu'il obtienne la suppression pure et simple de la référence à un seuil de peine. Donc ça, c'était le deuxième élément sur lequel notre droit n'est pas adapté et qu'on demande effectivement que ça puisse être discuté. On l'avait dit avec Guy Geoffroy lors de notre précédent rapport d'information en 2011 que la lutte contre la grande criminalité transnationale appelle une réponse forte et commune de l'Union européenne, paillant à la fois les insuffisances de la coopération judiciaire pénale et aussi le morcellement qui existe dans l'espace judiciaire européen. C'est pour ça que nous soutenions donc la création d'un parquet européen qui va au-delà de cette première étape. C'est un premier pas. Madame Reding l'a rappelé dernièrement en commission des lois. C'est un premier pas. Mais n'oublions pas qu'on l'avait déjà fixé lors de la précédente mandature, que la création d'un parquet européen semble nécessaire et qui permettrait justement dans ce parquet européen d'aborder d'autres questions qui ne figurent pas forcément dans cette première directive, c'est-à-dire toutes les questions. Oui, 86, oui, tout à fait. C'est l'article. Donc toutes les questions finalement, je dirais, par rapport aux conclusions de Stockholm, de grande criminalité, au-delà finalement uniquement des intérêts financiers de l'Union européenne. Donc la délégation, je vous le disais tout à l'heure, de l'OLAF qui était présente, qui était reçue donc par la Commission, par le représentant de la Commission des affaires européennes, elle nous a apporté des informations précises et détaillées sur la future proposition de règlement à ce sujet qui est actuellement en cours d'élaboration et qui devrait être adoptée par un collège de commissaires européens en milieu de l'année 2013. Ce texte tendrait donc à la création d'un parquet européen intégré autour d'un office central coordonnant l'action d'un réseau de procureurs nationaux des États membres participants. Là aussi, une remarque, on avait émis la proposition plutôt d'une forme collégiale. Bon, ce n'est pas cette forme-là qui est retenue, en tout cas par la Commission, mais le fait d'avoir un réseau de procureurs nationaux qui travaillent ensemble au sein d'un office central nous paraît en tout cas une possibilité qui peut peut-être permettre d'arriver plus rapidement à la création de ce parquet européen. Donc plutôt donc l'idée d'une structure légère donc à créer, appuyée donc sur les moyens des juridictions des États membres, ainsi que sur les ressources de l'OLAF et d'Eurojust. Et chaque donc État membre désignerait parmi ses procureurs donc des procureurs européens possédant donc cette double casquette pour pouvoir travailler sur toutes les affaires impactant les intérêts financiers de l'Union européenne, et ils agiraient donc au titre du parquet européen. Et dans un premier temps, ce parquet européen serait uniquement donc chargé des questions relatives à la protection des intérêts financiers,
Et cette option donc peut, comme on l'avait dit, mérite d'être notée, mais mérite aussi de rappeler, comme je le disais à l'instant, que ça doit finalement se poursuivre par une évolution de ce parquet européen avec d'autres champs d'intervention. L'essentiel, en tout cas, nous paraît, c'est de dépasser les notions de souveraineté nationale et de coopération internationale pour intégrer l'action pénale et ainsi éviter les conflits entre juridictions des États membres quand ce n'est pas leur inaction. Il ne faut pas donc perdre de vue donc, ce programme de Stockholm, nous le rappelons aussi dans nos conclusions, qui prévoyait donc l'élaboration d'un système global d'obtention des preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière. Mais une fois, en tout cas, le parquet européen constitué et son efficacité reconnue, il conviendra d'avancer aussi dans cette direction pour repousser, en tout cas, les marges de ses compétences. Donc, dans ce niveau, donc aujourd'hui, nous vous proposons des conclusions à faire acter et à partager au niveau de la Commission des affaires européennes et qui reprend tous ces éléments que je viens d'évoquer et que vous avez aussi dans la communication un peu plus détaillée communiquée dans la chemise. Donc ces conclusions, premièrement, bien sûr, approuver les orientations générales de la dite proposition de directive. Donc on est pour la mise en place de cette première phase du parquet européen. On l'a demandé depuis longtemps. Nous avons aussi demandé à ce que on puisse porter un certain nombre de modifications dans la rédaction des textes, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les délais de prescription longs, en remplaçant à l'article 12, le paragraphe 1, le mot 5 ans par les mots 3 ans, de supprimer l'article 12, paragraphe 2, et puis de remplacer l'article 12, paragraphe 3 par les mots 10 ans par les mots 5 ans, ce que j'ai évoqué à l'instant. On vous propose on se déclare par ailleurs favorable en vertu des principes de l'individualisation et de nécessité des peines à la suppression des seuils minimaux à 6 mois d'emprisonnement prévu à l'article 8, paragraphe 1, ou à défaut à ce que le juge conserve la latitude de fixer librement la peine à exécuter dans la seule limite du maximum applicable. Ça, c'est vraiment le deuxième point qui posait problème au droit français, au droit pénal. Nous invitons les États membres à faire progresser leur méthodologie à leur dispositif de recueil et de traitement des données quantitatives et qualitatives relatives à la fraude aux intérêts financiers de l'Union afin de donner à la Commission européenne les moyens d'évaluer convenablement l'ampleur du phénomène. On rappelle notre attachement à la création d'un parquet européen afin de passer en matière pénale d'une logique de coopération à une logique d'intégration dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, mais aussi ceux des États membres. On souhaite que les réflexions menées actuellement au sein de la Commission européenne aboutissent, dès que possible, à la présentation d'une proposition de règlement relative à la constitution de ce parquet européen. Donc, on rappelle ce qu'on avait évoqué la précédente fois. On préconise, conformément au programme de Stockholm, que l'élaboration d'un système global d'obtention des preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière qui pourrait être rattachée au futur parquet européen. Et c'était le dernier point de nos conclusions. Voilà, à titre indicatif, je ne l'ai pas rappelé, mais normalement, on l'a indiqué dans notre rapport, dans notre communication. C'est quand même important. Aujourd'hui, on note à peu près 250 milliards d'euros de fraude, uniquement fraude, sans parler des autres domaines, contrebande, contrefaçon, etc. Et dernièrement, lors des discussions au ministère de la Justice, on a appris aussi que les États, par exemple, les États membres de l'Union européenne, n'avaient pas tous la politique lorsqu'il y avait de la contrefaçon.
Finalement, l'argent n'était pas, elle était détruit. Donc on ne savait pas exactement qu'est-ce que ça représentait. Finalement, ça représente des milliards. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais on a souhaité rappeler que ce chiffre qui était le plus précis par rapport à la fraude seulement, pour vous montrer que ça vaut la peine de faire ce premier pas sur la mise en place de ce parquet européen à travers les intérêts financiers de l'Union, défendre les intérêts financiers de l'Union européenne, parce que défendre ces intérêts financiers, c'est permettre aussi d'avoir des ressources, permettre aussi d'avoir un budget dont ici, dans cette commission, nous sommes très sensibles et que nous demandons régulièrement à ce qu'il soit vraiment abondé. Merci de votre écoute et à vous. Merci Marietta. Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai dit des questions, je n'ai pas dit des... Voilà. La grâce, votre truc. Bon. Alors, moi j'ai l'impression que ça s'inscrit dans la suite d'un travail qui s'était fait précédemment. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, oui, vas-y, bien sûr. Oui, oui, vas-y, bien sûr. Excusez, mais tout se chevauche toujours. Simplement, quid des conventions fiscales avec différents paradis fiscaux, entre guillemets, et autres, dans ce montage-là? Vous en avez dit un mot ou... Non, c'est pas le champ, mais je veux dire, en matière de fraude, suite, non, il y a absolument aucun... Je suis désolée, mais effectivement, si je puis me permettre, allez-y. C'est pas la même réglementation qui, à ce moment-là, serait à l'œuvre. C'est peut-être un sujet que nous avons à creuser par ailleurs. Voilà, oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Mais c'est pas le même champ, si je puis dire, de compétences. Mais je retiens la proposition, si je puis dire. C'est pour ça d'ailleurs que je me posais le problème en vous écoutant. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a précisé au début de l'exposé, c'est qu'on entend par intérêt financier. C'est à la fois, donc on l'a mis aussi dans notre communication, c'est à la fois tout l'ensemble des recettes, dépenses de l'Union, mais aussi des autres organismes et qui finalement qui peut apparaître à un moment donné soit une fraude voulue ou pas voulue, mais en tout cas avec un dispositif pénal qui l'accompagne. Je crois que M. Miard veut reprendre la parole. La logique du système que vous êtes à mettre en place, je veux dire, vous êtes au milieu du gué, parce que derrière, il faudrait un tribunal pénal européen qui met en œuvre des dispositions. Donc on voit très bien que c'est de la salamie tactique de la part d'un certain nombre de personnes qui veulent pousser ce projet. Je suis désolé, aujourd'hui, s'il y a une infraction au regard, par exemple, des intérêts de la communauté, c'est aux États de la mettre en œuvre parce que les États ont l'obligation de protéger leurs propres intérêts à travers ceux de l'Union européenne. Donc on est en train de monter quelque chose qui est parfaitement superfétatoire par rapport à ce qui peut exister dans l'état actuel de notre droit et qui répond davantage à un besoin théorique de l'Europe des cabris que toute autre chose. Je ne partage pas du tout cette analyse, parce que d'un côté, on ne peut pas demander non plus de faire un contrôle de l'argent, enfin sur l'argent qui est dépensé et sur la fraude. Non, c'est pas une question. Vous savez, il y a des fraudeurs partout, y compris en France. Mais la question, c'est que ce n'est pas une machine à gage, parce que tout simplement, il s'agit d'instruire, honnêtement. Il s'agit d'instruire une demande, un contrôle, et après c'est les États membres, chaque État membre avec ses procureurs qui... Oui, mais il n'y a pas d'échelon au niveau européen. Si on veut finalement avoir une vision européenne, il faut aussi quand même qu'on se donne les moyens de pouvoir récupérer l'argent qui disparaît dans la nature. Bon, je crois que sur ce débat, ça pourrait durer des heures, et M. Miard, qui est obligé de se sauver, ne changera pas de point de vue. Et voilà. C'est le problème. Et oui, non, mais il faudrait qu'on. C'est pas pour faire un point d'ordre, mais si on pouvait quand même coordonner parfois les deux commissions. Je me permets de rappeler. Merci, mais je me permets de rappeler que normalement, nous avons beaucoup de difficultés à caser tous les rapports. Que l'horaire normal de la commission des affaires étrangères, c'est le mercredi matin. C'est le mercredi matin, et que nous ne sommes pas, à ma connaissance, mercredi matin. Donc. Voilà. Un livre blanc de la défense sur lequel je suis intervenu. Vous avez raison. Et je veux dire. Voilà. Donc, si vous voulez, donc nous n'avons que ce créneau-là. Donc, si vous pouvez
dans l'autre instance, rappeler que ce serait très gentil. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Miard. Madame la Présidente, avant que Monsieur Miard s'en aille, et je veux lui serai dire bien là qu'il demain matin à la Commission des Affaires étrangères, Monsieur Miard. il n'y a pas que la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, on est tous dans le même cas. Voilà. Voilà. Mais, merci pour la difficulté. Mais voilà, il y a une autre remarque sur le sujet. Oui, alors excusez-moi, bonjour. Moi aussi j'étais en retard donc à d'autres occupations. Donc vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai compris, le montant estimé de cette fraude. Est-ce que vous avez parlé du coût en fait pour lutter justement contre cette fraude? Est-ce que ça a été estimé ou pas? Parce que j'essaie de mettre en parallèle donc le montant de la fraude avec le coût de la lutte, quoi. On a expliqué dans la présentation que le choix qui a été fait jusqu'ici, c'est d'avoir une structure légère. D'accord ? Donc finalement, il ne s'agit pas d'un parquet européen comme on pouvait l'entendre aujourd'hui. D'accord ? Il s'agit finalement d'une structure légère avec des correspondants dans chaque État membre, des procureurs finalement qui sont déjà dans chaque État membre, qui auront la double casquette et qui permettent finalement la réactivité et le traitement des questions. Donc il n'y a pas, parce qu'effectivement, dans le précédent rapport que nous avions fait, dans la mandature précédente avec M. Guy Geoffroy, certainement on a présenté un projet un peu plus ambitieux d'un parquet européen, en bonne et due forme, mais il aurait aussi un coût, d'accord. Et puis donc il y aurait aussi un champ beaucoup plus étendu. Hein. Donc pour l'instant, pour cette première étape qui consiste à travailler sur défendre les intérêts financiers de l'Union européenne, donc lutter contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande, etc. Ça passe, on s'appuie à la fois sur Eurojust et à la fois sur OLAF. Et plus avec les procureurs des États membres pour finalement instruire les situations. Voilà. Merci. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose d'adopter ces conclusions. J'ai bien entendu la réticence de M. Miard, mais bon, il est parti. Donc voilà, donc à l'unanimité, je vous remercie. Et après ce excellent premier rapport, nous en avons un excellent second qui va être sur un sujet tout à fait complémentaire, si je puis dire, qui est en fait là pour le moment un projet de rapport, c'est-à-dire c'est un rapport d'étape en quelque sorte, hein, que vont assurer donc un duo. Alors j'allais dire après une femme de qualité, nous avons un duo John de choc. On a toutes les chances. Ça me paraît normal. Pardon les garçons. Donc, du coup, M. Arnaud Richard et M. Razi Hamadi qui vont nous faire ce point d'étape donc sur le pacte de croissance et d'emploi, ce qui est aussi un sujet fondamental. Merci, Madame la Présidente. Comme vous l'avez très justement souligné vous-même, un rapport de suivi du pacte de croissance et qui donc nécessite, au regard des décisions prises, des différents leviers inscrits dans ce pacte de croissance, d'avoir en effet un travail à la fois de veille, de suivi et je dirais aussi d'harponnage de l'ensemble des décisions qui, au cours de la séquence qui viendront agrémenter ce pacte de croissance et d'emploi et qui donc nécessitent des rapports en tant que tels, puisque c'est en tant que tels qui sont présentés. Mais nous avons souhaité, avec Arnaud Richard, avoir des rapports d'étape. Et ce premier rapport-là fait le point sur ce qu'était le pacte de croissance et d'emploi, décidé par les chefs d'État et de gouvernement le 28 et 29 juin dernier, en essayant aussi, et je tiens à le souligner, d'avoir sur ce rapport, sur le pacte de croissance et d'emploi, une position qui ne soit ni angélique du point de vue partisan, puisque nous n'appartenons pas avec Arnaud Richard aux mêmes sensibilités politiques, mais pour autant très objectif et sans concession sur la réalité, la densité, les propositions, la faisabilité et les perspectives
à court, moyen et long terme de ce pacte de croissance et d'emploi. Je pense que c'est très important du point de vue de l'état d'esprit et je crois que ça s'en ressent d'ailleurs dans le rapport et dans la manière dont on a d'aborder chaque point. D'ailleurs, dès l'introduction, ce qu'on a voulu évoquer, c'est que oui, il y avait un pacte de croissance et d'emploi qui était annexé aux conclusions des décisions du Conseil européen du 28 et 29 juin, que c'était la condition sine qua non de la ratification du traité telle qu'elle avait été présentée par le président de la République, même si il n'y a pas eu, au sens juridique du terme, de renégociation du traité en lui-même, mais de son économie générale à travers le fait de lui adosser ce pacte de croissance et d'emploi. L'antériorité aussi de certaines mesures, comme par exemple le travail qui avait été réalisé d'ailleurs notamment par les parlementaires européens, par les chefs d'État, notamment la France, ou bien encore sur le Single Market Act et l'acte pour le marché unique, qui avait été aussi travaillé depuis plusieurs mois. Car il y a, et c'est ce que nous avons aussi voulu démontrer à travers ce pacte de croissance et d'emploi dans son analyse, à travers ce rapport, c'est qu'il y avait eu la présentation médiatique, juste, vérifiée, mais qu'il y avait aussi la nécessité de voir au plus près de ce qu'était l'analyse là des principaux acteurs, et nous avons pu, avec Arnaud Richard et les administrateurs de la Commission, nous rendre à Bruxelles, auditionner les ministres de l'économie de l'époque, les responsables actuels, les responsables de la Banque européenne d'investissement, les responsables de groupes parlementaires, PPE et de gauche au sens large du Parlement européen. Bref, tout cela nous a permis à la fois de dire qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites au grand public, comme par exemple le fait que l'acception du pacte de croissance et d'emploi au niveau européen intègre, par exemple, l'acte pour le marché unique, qui est un pilier fondamental à Bruxelles et dans de nombreux pays de l'Union européenne du pacte de croissance et d'emploi. Là où, dans notre vision médiatique et politique française, le pacte de croissance et d'emploi, c'était principalement l'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement, taxe sur les transactions financières, redéploiement des fonds structurels et puis, bien évidemment, la phase expérimentale pour les project bonds, les obligations de projet. D'autre part, ce qui nous a semblé aussi très important, c'est que l'initiative parlementaire, le rôle qui est le nôtre, nous amenait aussi à ne pas avoir simplement le rôle de juge de la copie rendue. La copie étant le pacte de croissance et d'emploi, et d'avoir une ouverture à la fois d'esprit et de réflexion autour de ce qui pouvaient être les entraves à ce pacte de croissance et d'emploi. Les problématiques budgétaires, les problématiques réglementaires, en ne s'interdisant pas non plus de se poser un certain nombre de questions, tant du point de vue des règles disciplinaires des budgets, comme pour la politique monétaire, ce que faisait d'ailleurs très bien le rapport gallois dans l'une de ses propositions, en intégrant comme un élément fort de la compétitivité nationale que cette nécessité de gouvernance sur la politique de change. Un état des lieux aussi de ce qu'était la séquence récente depuis le déploiement de cette terrible crise, les positions des uns et des autres, qui, quelquefois, campant dans la posture, pouvaient les ramener à une certaine caricature, d'où cette formule sur l'Union européenne doit-elle parler allemand ou latin, les monétaristes versus les keynésiens. Nous avons voulu, là aussi, frayer un chemin nécessaire et utile à ce que pouvait être, au-delà du pacte de croissance, un plan de relance pour l'Union européenne. Alors, il était important aussi de rappeler, comme je le rappelais à l'instant d'ailleurs, les contraintes, y compris réglementaires, juridiques, essence même d'ailleurs de la naissance de l'Union européenne, à l'image et à l'instar de l'article 5 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui ne prévoit pas de politique économique européenne, mais bien une coordination des politiques économiques de l'UE. Ce qui nous a amené aussi, pour chacune des propositions, que ce soit la taxe sur les transactions financières, que ce soit sur les obligations de projet, que ce soit, là encore, sur le redéploiement des aides des fonds structurels, la politique de cohésion, l'augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement et ce à quoi elle doit servir, de ramener aussi à un certain nombre de contradictions auxquelles nous étions opposés, c'est-à-dire
une Union européenne qui indique quelquefois par le commandement la discipline budgétaire, la nécessité d'impératifs économiques chiffrés, mais cette incapacité à mener une politique économique intégrée, d'où les grandes ambitions, en tout cas les grandes revendications que nous avons voulu aussi mettre à l'ordre du jour de ce rapport en termes de politique budgétaire, car il nous semblait contradictoire d'avoir une grande ambition à travers ce pacte de croissance et d'emploi et une petite ambition en deçà des objectifs pour ce qui concerne le budget européen, qui reste le seul levier macroéconomique aujourd'hui dont l'Union européenne peut se doter à effet contracyclique au regard de la situation que nos économies traversent. Une critique en creux de ce qu'a été, et plus qu'en creux d'ailleurs, même en rebond, pourrions-nous dire, de ce qu'a été cette politique qui a rajouté de l'austérité à l'austérité, un comparatif aussi dans l'analyse qui nous a amené à revendiquer ce pacte de croissance et d'emploi, notamment au travers de ce qu'avait été le pacte de croissance, en tout cas le plan de relance de 2008, parce qu'il y a eu un plan de relance en 2008. Il y a eu un plan de relance en 2008 qui a été financé principalement par les États. 75% de celui-ci était financé par les États et les conséquences ont été une augmentation notamment de 24% de la dette pour la France, plus de 30% pour la Grande-Bretagne et un peu moins de 25% de fonds grâce à une première augmentation d'ailleurs de capital de la Banque européenne d'investissement, mais avec dès 2008 et dès la rencontre de Deauville, deux éléments marquants qui ne nous ont pas permis de sortir de la crise, ni de trouver un chemin positif, en tout cas indiquant une amélioration. Le fait que ces plans n'étaient pas coordonnés, point 1. Le fait que très vite la vision disciplinaire indiquant dès Deauville la possibilité de perte pour les investisseurs privés, qui a entraîné d'ailleurs le phénomène que l'on connaît, qui a amené les investisseurs et les marchés à distinguer les bons pays des mauvais pays, et qui a entraîné le cycle d'ailleurs en partie dans lequel nous sommes maintenant depuis plus de 4 ans, depuis près de 4 ans. Je terminerai sur un point à cette étape, puisque nous avons considéré qu'il était aussi important de rappeler cet élément-là, c'est les risques macroéconomiques auxquels l'Union européenne est confrontée, sur lesquels nous revenons dans le rapport, et la nécessité, en effet, de se doter des leviers d'action sur lesquels, je crois, Arnaud va revenir tout de suite au travers du pacte de croissance ou de ce que l'on pourrait appeler le plan de relance. Oui, merci Razi. Donc je vais essayer d'être complémentaire à ce que tu as pu dire. Effectivement, d'aucuns ont pu penser que nous aurions 2 rapports, vu notre positionnement sur l'échiquier politique, notre positionnement à l'égard du traité. Je crois qu'on a essayé de faire un travail de convergence très pragmatique en montrant les limites et les opportunités de ce plan de ce pacte de croissance, et pour l'emploi, et en ne se soumettant à aucun interdit, vous allez le voir dans les conclusions que nous vous proposons. Donc ce pacte de croissance adopté fin juin constitue quand même une avancée, car il n'inclut pas, à la différence de celui dont vient de vous parler Razi, de 2008, uniquement des mesures nationales. Mais il est bien complexe à comprendre et il mélange des actions nouvellement mises sur la table des négociations, en particulier l'augmentation du capital de la BEI, les project bonds, des redéploiements de crédits non encore engagés, et puis, effectivement, il ne faut pas l'oublier, des actions de libéralisation du marché intérieur censées, là, dynamiser la croissance. C'est quand même un présupposé qui est affirmé de façon très explicite dans les conclusions du Conseil de fin juin, qui consiste à libérer le potentiel national de croissance, entre guillemets, par l'ouverture à la concurrence dans le secteur des entreprises de réseau, par la promotion de l'économie numérique, ça va, par l'exploitation du potentiel de l'économie verte, et par la, excusez-moi, je cite les conclusions du Conseil, par la suppression des restrictions injustifiées appliquées aux prestataires de services et aux mesures visant à faciliter la création, le démarrage d'entreprises. Bon, autant la promotion de l'économie numérique ou de l'économie verte, ça constitue des facteurs importants de la croissance économique, je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais l'expérience française, objectivement, de libéralisation du rail ou de l'électricité, nous rend assez prudents sur les effets d'une telle libéralisation prônée dans les conclusions de ce Conseil européen.
Elle a évidemment sans doute des effets bénéfiques quand il existe une forte concurrence, mais elle n'est pas évidente quand elle implique une forte mobilisation de capitaux ou une gestion à long terme impliquant la prise en compte des considérations d'intérêt général. Au même titre, sur le plan social, et il faut le dire, les conclusions de ce Conseil prônaient que les États membres procéderont rapidement à la mise en œuvre de plans nationaux pour l'emploi, bon, ça à la rigueur on peut le comprendre, mais devraient recourir aux possibilités de financer les subventions aux embauches temporaires par l'intermédiaire du Fonds social européen. Donc il y a manifestement dans les conclusions, et il fallait le dire, de ce Conseil européen, une politique de subventionnement des embauches extrêmement coûteuse, qui est un peu en antagonisme, je trouve, par rapport à un certain nombre de propositions, en particulier les 120 milliards liés à la croissance. Bon. On peut être aussi perplexe sur des conclusions qui prônent des avantages économiques supplémentaires, pouvant aller, je cite, jusqu'à 330 milliards, réalisés dans le cadre des directives services. Il faut bien que tout le monde ait ça en tête. Et je pense, une petite pique amicale, je pense que le président de la République, quand il a signé toutes ces conclusions, il les avait, j'imagine, bien lues. Donc les chiffres avancés dans le pacte de croissance doivent être divisés par les 27 pays de l'UE. La France perçoit, selon les actions conduites par l'UE, entre 8 et 13% des crédits. Et si on imagine que l'administration française permettra d'obtenir le meilleur retour de ce pacte de croissance, nous pouvons estimer à peu près 10% au total, soit 12 milliards d'euros qui seraient injectés ainsi, grâce à ce pacte, dans l'économie française, considérant le maximum de la capacité des finances de l'Union européenne. Et il faut bien rappeler qu'avant même que la Commission européenne ait proposé un tel pacte européen de croissance, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni avaient déjà eux-mêmes annoncé un plan de relance dès 2008, dont la partie proprement européenne comportait déjà 30 milliards d'euros provenant du budget et surtout déjà de la Banque européenne d'investissement. Et donc l'Union européenne devait à l'époque accélérer la distribution des fonds régionaux et sociaux, qui représentent 6,3 milliards d'euros, et investir déjà dans les secteurs de la construction, de l'automobile, durement touchés par la crise, vous le savez mieux que personne, afin d'encourager, entre autres, le développement de la voiture verte et les bâtiments économes en énergie. Ce plan, à l'époque, prévoyait de donner un plus grand rôle à la Banque européenne d'investissement dans le financement des projets d'ampleur. Tout ça pour vous dire qu'un certain nombre de choses sont nouvelles, mais il n'y a pas de génération spontanée dans les décisions européennes et tout ça est un fil conducteur qui chemine depuis quelques années. Razi, je te laisse continuer sur les aspects novateurs de ce plan, peut-être. Oui, peut-être très rapidement, là encore, sur 2 points. La Banque européenne d'investissement, les obligations de projet. Banque européenne d'investissement, pour revenir, une des banques publiques les plus importantes, sinon la plus importante au monde. Ce sont, pour un rapide rappel, 500 milliards d'euros qui ont été prêtés depuis sa création. Ces 5 dernières années, ce sont 68 milliards d'euros de prêts et l'appui à 400 projets. Expertise, conseil, spécialité dans les projets publics, innovation, puisque sur les 68 milliards de ces 5 dernières années, il faut savoir que 35 milliards ont été consacrés à la recherche et développement et 10 milliards à l'innovation. Ce qui nous a permis d'ailleurs, avec Arnaud, de souligner à quel point, dans le débat budgétaire actuel pour l'Union européenne, il y avait comme une déconnexion entre ce qu'était le levier de la Banque européenne d'investissement, les obligations de projet, et la manière dont cela s'articulait avec le débat autour de la construction du budget européen, et notamment le poste A1, qui a attrait justement à l'innovation, à la recherche, etc. L'augmentation de capital de 10 milliards qui l'amène à penser, selon ces modèles, notamment avec une part de private equity, c'est-à-dire de contrats de partenariat pour ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, d'un effet de levier de 1 à 6, soit un montant de prêt espéré à 60 milliards. Alors 3 leçons qu'on retrouvera dans le rapport, là, liées à nos auditions, à nos rencontres, nos discussions, les échanges avec l'ensemble des acteurs. Point 1, cette augmentation de capital n'était pas envisagée avant le pacte de croissance et d'emploi, et en même temps, elle était aussi, pour une partie, nécessaire et attendue du fait de l'abaissement des notes d'un certain nombre de pays contributeurs qui pouvaient mettre en danger d'ailleurs la note de la Banque européenne d'investissement, elle.
Deuxième chose, et à méditer pour la France, c'est que si la Banque européenne d'investissement se voit aujourd'hui dotée de 10 milliards d'euros en plus, elle va se doter par ailleurs dans les semaines et les mois qui viennent d'une activité de monitoring, c'est-à-dire de recherche de projets, parce qu'aujourd'hui la question qui se pose, notamment, c'est la recherche de projets pertinents et de suffisamment de projets pour permettre l'utilisation des fonds de la Banque européenne d'investissement. Et puis troisième chose aussi, qui nous a beaucoup étonnés avec Arnaud, chose qui n'avait pas été rendue publique d'ailleurs, c'est la demande des États membres de ne pas affecter dans ces 10 milliards d'euros les 10% que la Banque européenne investit en général sur les projets euro-méditerranéens et notamment au travers de l'un de ces fonds euro-méditerranéens, ce qui nous semble être une erreur. Ce qui nous semble être une erreur pour deux aspects. Politique tout d'abord, c'est-à-dire qu'à l'heure où nous voyons de l'autre côté de la Méditerranée un certain nombre d'évolutions politiques, nécessité de rattrapage, accompagnement, co-développement, etc., c'est à ce moment-là précis qu'on dit sur le dernier accroissement de capital de la Banque européenne d'investissement, nous ne voulons pas d'investissement à l'extérieur des frontières de l'UE. Deuxième chose, c'est que la croissance de l'Union européenne dans les années qui viennent se fera aussi à travers la politique de voisinage, la politique de coopération, en rappelant ici un chiffre qui n'est pas là pour le coup dans le pacte de croissance et d'emploi, c'est que nous investissons depuis maintenant 20 ans 1/10 de ce que nous investissons dans les pays d'Europe centrale et orientale en Méditerranée, alors qu'elle est un gisement d'emploi, de croissance, de développement culturel, etc. Dernier point, dans les aspects novateurs, les obligations de projet. Les obligations de projet, vous connaissez le système, une dotation de environ un peu plus de 200 millions d'euros, avec un effet 230 millions d'euros, avec un effet de levier à 18, c'est-à-dire pour essayer d'atteindre plus de 4 milliards d'euros de fonds. Il faut savoir que ces obligations de projet sont rendues possibles aussi par les garanties, y compris jusqu'à perte, de la Banque européenne d'investissement et de l'Union européenne. L'obligation de projet, ce n'est pas les eurobonds. Ce n'est pas de l'obligation de dette mutualisée au niveau européen. J'espère qu'on y viendra à jour. Ça n'était pas l'objet du rapport. Peut-être ce sera l'objet d'un deuxième ou troisième rapport de suivi, puisque la discussion avance. Je pense qu'on aura peut-être une lueur d'espoir dans ce domaine après les élections en Allemagne. Pour autant, d'ici là, il y a eu un effondrement du marché de financement à long terme au sein de l'Union européenne. L'objectif de ces eurobonds, enfin de ces project bonds, est de répondre à cette déficience, point 1, et d'expérimenter un modèle dont on saura s'il a réussi, s'il a financé des projets, puisque M. Barroso annonce leur mise sur pied pour 2013, communication de la semaine dernière. S'ils ont réussi l'effet de levier escompté, parce que si on a un effet de levier moindre, tant qu'à faire, passer par des financements classiques. Et 3, au regard de la bonification des taux qui devrait être substantielle là encore. Et puis, bien évidemment, la taxe sur les transactions financières, troisième nouveauté, même si elle était engagée, je reprends l'expression de « il n'y a pas de génération spontanée ». Pour autant, c'est là qu'elle a été acceptée. Alors, aujourd'hui, par exemple, sur l'échelle basse, on considère que la taxe sur les transactions financières pourrait rapporter 20 à 25 milliards d'euros par an. Hypothèse haute, 55 milliards. Là aussi, il y a un débat. Là aussi, il y a un enjeu. Là aussi, les parlements doivent jouer leur rôle, tant nationaux qu'européens, notamment au regard de l'inquiétude légitime que provoquent, en tout cas chez moi, les déclarations récentes d'un certain nombre de responsables européens, notamment Manuel Barroso, sur le thème « Les produits de la taxe sur les transactions financières devront aller automatiquement à la réduction des dettes ». Bon. Si on fait un pacte de croissance pour dire, au-delà de la réduction des déficits, le respect des différents critères, il ne faut pas rajouter de l'austérité à l'austérité et avoir un petit peu de levier d'investissement au niveau européen, si c'est pour qu'on explique que ces leviers d'investissement ne servent pas à l'investissement, mais à réduire principalement de manière quasi réglementaire un certain nombre d'agrégats considérés comme objectifs disciplinaires, il y a un petit souci. Voilà. Oui, en résumé, Madame la Présidente, quelques minutes encore. Une des différences majeures entre le plan de 2008 et le plan de 2012, différence est essentiellement
communautaire, ce qui est sa force et sa faiblesse. Le plan de 2008, il n'avait pas du tout été coordonné, l'action du gouvernement n'était pas coordonnée, et les gouvernements se sont bien gardés de prendre la tâche de la Commission. Paradoxalement, là, la Commission est un peu, en prenant la main, est un peu schizophrène, car elle revendique en même temps ses exigences en matière de respect des disciplines budgétaires, au même titre qu'elle imagine qu'il faudrait donner du temps aux États pour dépenser dans l'intérêt de la croissance. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est que l'Union européenne doit, pour trouver de la croissance économique au travers de ce pacte, sortir des sentiers battus en termes de moyens de financement. Car la politique d'austérité qui est imposée dans un certain nombre de pays du Sud entraîne des souffrances incommensurables pour les peuples. Et c'est une position qui est, à notre sens, pas tenable avec, sans aller jusque-là, les conséquences que ce type d'impérieuse nécessité financière ont pu engendrer dans les années 30. Donc ces 120 milliards, quand même, il s'agit d'être un peu optimiste, sont, selon les conclusions du dernier Conseil d'octobre, me semble-t-il, sont en bonne voie de mise en œuvre. Le Conseil nous dit que dans les prochaines semaines, c'est-à-dire bientôt, les 10 milliards d'augmentation de capital de la BEI seront mis en œuvre pour porter sa capacité globale de prêt à 60 milliards d'euros. Toujours les conclusions de ce Conseil nous considèrent que la réallocation des 55 milliards d'euros de fonds structurels inutilisés est en bonne voie. Et enfin, pour ce qui est des project bonds, qui ont vocation à financer infra de transport, de télécom et d'énergie, sans humour, elles seraient sur les rails, même si les montants qui ont été mobilisés sont assez faibles, mais avec une force de levier très, très importante, puisqu'on est sur 100 millions dès maintenant, quasiment 130 millions en début d'année. Tout ça pouvant lever 4,5 milliards d'euros de grands projets dans une phase, je vous le rappelle, bien pilote. Reste l'affectation des 55 milliards d'euros de fonds structurels non utilisés à des projets précis qui doivent faire l'objet encore de négociations entre l'État et la Commission sur des projets facteurs de croissance. La Commission ayant des priorités sur les interconnexions en termes d'infra, évidemment, transport, énergie, télécom. Là-dessus, on pourrait être quand même assez inquiet sur la mise en œuvre de ce volet du pacte de croissance. Selon nous, ce plan ne pourra vraiment avoir un impact significatif sur la croissance européenne. D'abord, s'il y a un puissant effet de levier, qui est un des objectifs de la BEI, le levier de 6, ce qui veut dire que quand vous investissez 1 avec la BEI en crédit, cela génère 6 en investissement. Et puis surtout, le point certainement le plus fondamental, c'est que la Commission ne s'appuie pas sur le traité de stabilité financière pour imposer un retour trop rapide à l'équilibre budgétaire des États, qui casserait ainsi la croissance économique et serait totalement contre-productif. Selon nous, cet objectif de retour à l'équilibre n'est pas tenable, même s'il est une condition évidemment de la souveraineté nationale. Et son calendrier, je crois que le président de l'Assemblée nationale l'avait évoqué il y a quelques semaines, et ça nous a paru une position sage de sa part, même si pour le gouvernement c'est plus compliqué de s'exprimer là-dessus. Ce calendrier ne doit pas être un sujet de tabou. La mise en œuvre, sujet aussi délicat, et c'est dommage que Jacques Miard soit parti, mais il est immanent dans cette commission, la mise en œuvre par la BCE de la politique de change, décidée par le Conseil, ce qui est prévu par le traité de Maastricht et de Lisbonne, ne doit pas non plus constituer un tabou. La surévaluation de l'euro, qui nous a sans doute coûté quelques points de croissance, doit être regardée sous l'angle vraiment politique, et c'est aux politiques de prendre à bras-le-corps ce sujet éminemment important. Et puis pour conclure, avant de vous présenter nos propositions de conclusion, nous avons rencontré, comme l'a dit mon collègue, un certain nombre de parlementaires européens, et parmi ceux-là, un qui compte beaucoup, qui est Alain Lamassoure, qui est le président de la commission du budget au Parlement européen, qui nous a prononcé une phrase éminemment pertinente. Le pacte de croissance de l'Europe, c'est le budget européen. Voilà. Donc je ne voudrais pas finir par cette formule pessimiste, au vu des dernières négociations. Donc les propositions que nous vous proposons, si tu veux qu'on alterne, Razi, ou je l'ai dit tout le temps. Bon, nous, on se félicite évidemment de ce pacte de croissance, ça serait difficile de ne pas le faire.
même si on a essayé d'être, et c'est bien, je trouve qu'on a réussi à faire un rapport commun, qu'on n'ait pas eu de rapport, ce qui n'était pas facile, parce que mais M. Constant et ses collaborateurs ont beaucoup joué un rôle pour nous ramener sur une position commune. On peut que se féliciter de la mise en œuvre d'instruments extrêmement novateurs, que ce soit les project bonds ou obligations de projet, la taxe sur les transactions financières, même si le Parlement français était déjà bien avancé là-dessus, et la taxation sur les produits énergétiques. Selon nous, il va falloir avoir une réflexion sur l'éventuelle, vous voyez, on est assez prudent, éventuelle suspension des accords, soit BAL 3, soit Solvency 2, parce qu'il faut retrouver des marges de manœuvre pour le financement à long terme de l'économie. Et puis, aujourd'hui, en tenant compte de la supervision financière européenne. On tenait à rappeler que le traité de Maastricht et puis celui de Lisbonne permettaient à ce que la politique de change soit de la compétence de l'Union européenne. C'est peut-être pas très diplomatique au regard de la BCE, mais tant pis. Et donc, c'est aux politiques de déterminer cette politique de change par rapport aux principales monnaies mondiales. En écrivant ça, pour tout vous dire, on n'est pas non plus révolutionnaire. Louis Gallois, qui n'est pas révolutionnaire non plus, avait aussi fait cette proposition dans son rapport à la page 54, pour tout vous dire. On souhaiterait que la notion d'assainissement budgétaire différencié axé sur la croissance soit précisée, parce que pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout au moment où il y a une supervision macroéconomique de la zone euro, en différenciant bien les investissements productifs au regard versus le financement de la dette. Et puis, on préconise que la Commission européenne, au vu de la conjoncture économique dégradée des pays de l'Union, décale d'au moins d'1 an le retour des États à l'équilibre. On souhaite que les crédits accordés par les États à l'Union et à ses institutions ou à l'ensemble des actions de solidarité vis-à-vis des États de l'Union ou de la zone euro en difficulté soient exclus du plafond du déficit autorisé, car il s'agit de dispositions arrêtées par l'UE dans la notion de discipline communautaire qui, si on ne les exclut pas, n'aurait plus de sens. Et puis un élément éminemment important, parce qu'au-delà des 120 milliards, il y a tous les crédits dits A1. On estime que revoir à la baisse dans le budget européen ces crédits d'innovation et de recherche annihilerait totalement les effets de ce pacte de croissance et d'emploi. Merci. Merci à vous deux. Merci d'abord de cet excellent rapport et puis du fait que vous soyez arrivés à des conclusions communes. Merci parce que ça montre à quel point, justement, la Commission des affaires européennes, elle a ce rôle de transversalité. Je trouve que vous en êtes une belle démonstration. Donc déjà pour ça, je vous remercie. Et puis, comme nous étions à Bruxelles, c'est ce que je disais au début, c'est tout à fait ce que nous avons essayé de relancer, en particulier auprès du commissaire Van Rompuy. Et il y a du travail à faire pour le persuader que pacte de croissance, c'est possible. Donc je crois que vos conclusions vont nous aider, parce que c'est un outil, effectivement, à avancer dans ce domaine-là. J'ai vu, je ne vais pas être plus longue, parce que je crois que on a bien souvenir aussi d'avoir auditionné il n'y a pas si longtemps le président de la BEI, et que là aussi, on voit bien qu'on rame tous dans le même sens, si je puis dire. Alors, je sais pas, et j'espère bien que ce n'est pas sur le sable, mais que c'est bien dans l'eau que nous ramons. Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou des interventions? Oui, et après, je mettrai aux voix parce que je crois. Oui, merci Madame la Présidente. C'est une remarque. Clairement, les conclusions qui nous sont proposées sont keynésiennes. Je crois que je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas sûr que M. Keynes ait eu toujours raison, et en tout cas ceux qui ont cru appliquer ces préceptes. Alors, une fois de plus, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. J'ai quelques doutes, mais je voterai les conclusions. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres remarques, oui. Juste répondre à notre collègue que la politique de change, c'est pas keynésien, et c'est un acte politique que peuvent. Dans le rapport, on ne dit pas que ça serait facile à mettre en œuvre. On n'est pas non plus des enfants de cœur, mais c'est une politique
monétaire envisageable. Très brièvement aussi, Daniel Roy disait là tout de suite, ça n'a pas trop mal réussi à Roosevelt. Le keynésianisme. Mais attendez, oui, mais attendez, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est vraiment une conviction là personnelle. C'est que le keynésianisme nécessite aussi un leadership. Parce que le keynésianisme a aussi pour vocation de répondre à une crise de confiance. Or, et ça sera présent dans le rapport, s'il y a une seule chose qui a été commune à l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, qu'ils soient banquiers, investisseurs, techniciens, membres de cabinet de la commission, commissaires, c'est la crise de leadership. Et que vous avez raison sur un point quand vous dites que c'est un acte de foi, c'est-à-dire que keynésianisme ou pas keynésianisme, si la crise de leadership perdure, alors quelle que soit la politique économique qui sera menée, elle n'aura aucun effet. Merci à vous. Je pense qu'on y verra plus clair après les élections allemandes, y compris dans ces domaines-là. En tout cas, si vous en êtes d'accord, je propose qu'on accepte, qu'on adopte à l'unanimité les conclusions. Alors, donc, moins une abstention. D'accord ? Merci à vous. Sinon, vous avez la liste des rapports plus techniques. Et je vous rappelle que nous nous retrouvons demain pour une audition commune du ministre Le Drian. Et donc, ça sera la salle Lamartine. Vous n'oubliez pas. Je vous remercie de votre présence. Et puis, je me permets de rappeler, puisque M. Miard l'a dit tout à l'heure, que les deux moments que nous avons, nous, officiellement, ce sont les mardis après-midi, les mercredis après-midi, et que comme nous sommes une commission transversale, forcément, ça se heurte toujours, mais c'est un petit peu ça aussi ce qui fait notre richesse, à d'autres travaux en même temps, et que malheureusement, tous autant que nous sommes, nous n'avons pas le don d'ubiquité. C'est peut-être ce que je vais vous souhaiter pour cadeau de Noël, que nous ayons tous acquis le don d'ubiquité, mais je ne suis pas sûre que nous allons y arriver. Merci à vous, bonsoir. Parfait. Bon, après, on s'est un peu perdu sur ce...